Je vous salue de là où vous nous suivez, amis auditeurs de la fréquence mariale. Bienvenue à ces programmes psychologiques. Voici mon problème. Bonjour à Papa André Tandala. Bonjour Maman Régine et bonjour à tous nos chers auditeurs. L'essence de la honte et de la dignité pour favoriser le respect des valeurs, c'est le thème de ces jours, Papa André. En effet, oui. Voilà, vous avez la parole pour l'exposer. Merci beaucoup. De nos jours, la question du respect ou du non-respect des valeurs est presque sur toutes les lèvres. Presque tout le monde en parle. Comment améliorer nos conditions de vie sans évoquer l'éradication de ce qui semble nous bloquer, les antivaleurs? Dans la présente causerie, voici mon problème. Je vous propose à vous, nos chers auditeurs, des éléments de psychologie susceptibles de nous éclairer pour ce qui concerne le respect des valeurs qui font d'un groupe d'hommes une société véritablement humaine. À cet effet, deux concepts sembleraient de grande importance, à savoir le sens de la honte et le sens de la dignité. Notre attention sera focalisée essentiellement sur trois questions. Que faut-il entendre par une valeur? Que faut-il entendre par le sens de la honte? Et enfin, que faut-il entendre par le sens de la dignité? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Une valeur est ce qui fait qu'une chose soit désirable et estimable. C'est l'aspect souhaitable de quelque chose, ce quelque chose pouvant être une personne, une chose, un événement, une idée, un type de comportement, etc., etc. Dans un groupe social donné, les membres ont en commun des idées, des concepts et des modèles de comportement qui constituent leur identité et leur cohésion, leur force d'unité, et définissent en même temps les objectifs qui rendent compte de l'existence de leur groupe. Ce sont là leurs valeurs, qui sont des critères d'évaluation et d'appréciation des agissements aussi bien des individus que de tous les groupes pris dans son ensemble. Étant donné le caractère multidimensionnel de la personne humaine et de son existence, de sa vie, les valeurs sont de plusieurs ordres, si bien que dans beaucoup de cas et dans beaucoup de systèmes socioculturels, on parle même de l'échelle des valeurs. Dans cet ordre d'idées, certaines valeurs peuvent être considérées comme étant supérieures à d'autres. Pour un groupe ou une société donnée, les valeurs se transmettent de génération en génération. Cela permet la perpétuation du groupe. C'est cela le sens de toute l'éducation. Le rôle et l'importance de toute action éducative consistent à transmettre aux jeunes individus les valeurs qui feront d'eux des hommes et des femmes responsables de la société de demain. L'altruisme, la bienveillance, l'autonomie, le respect de la vie privée d'autrui, le courage, le sens du sacrifice, le respect de la parole donnée, le respect du bien commun, la prière, le pardon, l'obéissance, le travail, le sens du mérite, la vérité, l'honnêteté. Ce sont autant de valeurs qui portent les gens à s'unir et à former des groupes sociaux dans l'objectif de maximiser leurs chances de survie et de perpétuer l'espèce humaine. L'histoire des peuples et des cultures montre suffisamment que c'est grâce à la promotion et au respect de toutes ces valeurs que les sociétés se sont développées et ont atteint des degrés très élevés de civilisation. Il n'y a pas de groupe humain qui se soit développé sans le respect de ces valeurs fondatrices de toute civilisation. À notre niveau, la question serait donc de savoir les mécanismes psychologiques sous-jacents à l'apprentissage des valeurs. Quel est le soubassement psychologique de l'apprentissage des valeurs? Comment un individu, depuis l'enfance, peut-il ou doit-il apprendre les valeurs, à se comporter selon les valeurs du groupe auquel il appartient? Selon certaines données de la psychanalyse, notre
l'architecture de notre psychisme est telle que nous pouvons et devons apprendre les valeurs et les normes sociales et à nous les approprier. Nous sommes en quelque sorte nous sommes faits tels que nous pouvons et nous devons apprendre à incorporer, à nous approprier les valeurs de notre société. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci, que parmi les toutes premières choses que le petit enfant apprend de la vie, il en a deux particulièrement qui font de lui un être socialement acceptable. Ces deux choses sont la propreté et le renoncement à la satisfaction de son désir incestueux. Commençons par la propreté. Ici, la propreté, c'est pas seulement le fait de se laver les mains, le fait d'avoir un visage propre. La propreté dont il est question ici consiste essentiellement à savoir contrôler ses sphincters. C'est vers l'âge de 2 ans que l'enfant, grâce à l'éducation parentale, commence à comprendre qu'il n'est pas bon, sous peine de sanction, de faire ses besoins n'importe où et surtout pas dans ses habits. Ainsi, l'enfant apprend non seulement à se garder propre selon la volonté des parents, mais surtout à renforcer sa capacité à reporter la satisfaction de ses besoins. Interdire à l'enfant de faire ses besoins n'importe où et un peu plus tard, de manger n'importe où, n'importe comment, de n'importe quelle manière, de faire n'importe quoi, d'aller n'importe où, eh bien, tout cela lui apprend à retarder la satisfaction de ses besoins, tous les besoins en général, à attendre le lieu et le moment opportun, le contexte opportun pour satisfaire ses besoins. De la sorte, l'enfant apprend quelque chose qui fera de lui une personne très appréciée dans la société, tout en le rendant, n'est-ce pas, très utile pour ses semblables. Savoir se comporter et vivre, non pas tellement selon son bon plaisir, mais surtout selon ce que la société attend de lui. Grâce à l'éducation, l'enfant doit en quelque sorte passer de ce qu'on peut appeler de la morale et du plaisir, satisfaire ses besoins à n'importe quel prix, à n'importe où, qui est une morale du plaisir, qui est une morale égocentrique, passer donc de cette morale du plaisir à la morale du devoir, qui est altruiste. Ça me plaît, mais est-ce que la société me le permet? Est-ce que la société est d'accord avec ça? En d'autres termes, en acquérant la capacité de retenir ses excréments, l'enfant devient de plus en plus capable de se contrôler. Je veux dire, contrôler ses pulsions, ses énergies. Et par le fait même, il devient de plus en plus capable de se comporter selon ce qu'on appelle le principe de réalité. Savoir tenir compte du contexte, des moyens, de l'assentiment ou du consentement d'autrui pour satisfaire ses besoins. Et cela lui permet de dépasser le principe de plaisir. Il apprend à se retenir, à se contenir, à se sacrifier, à faire ce qu'il faut à la place et au moment qu'il le faut. Bref, il apprend à se conformer aux exigences de la société, à se rendre donc socialement acceptable et utile. C'est ça la propreté. Deuxièmement, le renoncement à l'inceste, ce n'est pas une nouveauté sur ces antennes. Posséder aussi bien psychiquement que physiquement le parent du sexe opposé est le plus grand rêve de tout enfant de 3 à 6 ans. Ce désir du parent du sexe opposé s'accompagne toujours du désir de la disparition ou tout au moins de l'absence physique du parent du même sexe. Car le parent du même sexe empêche par sa présence physique la réalisation
du rêve incestueux. Mais s'il est vrai que le rêve ne se réalise pas à cause de la présence malencontreuse du parent du même sexe, il n'en reste pas moins vrai que le désir est toujours présent. Par crainte du parent du même sexe, l'enfant renonce au parent du sexe opposé, oublie l'affaire et se soumet à ses parents, se soumet aux parents. Dans tout cela, le plus important est que, en acceptant de se soumettre aux parents, l'enfant accepte de se conformer aux normes de la société. Et par le fait même, il se rend socialement, encore une fois, il se rend socialement acceptable et utile. Bref, théoriquement parlant, quiconque refuserait de se soumettre à ces deux normes qui sont la propriété et la prohibition de l'inceste s'exposerait automatiquement au risque de se faire bannir de la société. Ces deux impératifs constituent donc les socles sur lesquels se construira la conscience morale de l'individu. Leur intériorisation signe le début de la culture et de la civilisation en tant que tel, ce qui distingue l'homme de la bête. Le refus de la morale du plaisir au profit de la morale du devoir ou de la réalité, ainsi que le renoncement à l'inceste, sont les normes fondatrices de toute société humaine. Bref, l'acceptation des valeurs et la volonté de s'y attacher sont rendues possibles par l'intériorisation des normes sociales grâce à l'autorité parentale, ou pour être plus précis, grâce à l'autorité paternelle. Qu'en est-il alors du sens de la honte et de la dignité par rapport à tout cela ? L'une des conséquences majeures de l'autorité paternelle dans le psychisme de l'enfant, c'est précisément l'acquisition de l'autonomie par l'enfant par rapport à la mère, ou mieux le sevrage psychologique de l'enfant. La présence et l'autorité paternelle doivent amener l'enfant à se rendre compte de l'illusion qu'il avait à se confondre avec la mère et à croire que la mère était uniquement pour lui et pour lui seul. Pareille illusion avait poussé l'enfant à s'idéaliser lui-même en se prenant pour modèle, devenant amoureux de lui-même au point d'ignorer que les autres, en commençant par la mère elle-même, que les autres ont autant que lui le droit de vivre et d'être heureux et respectés. C'est ce qu'on appelle le moi idéal. Le moi idéal, c'est le sujet tel qu'il se voudrait quand il était encore bébé. Il voudrait être au centre de tout, être servi par tout. Le moi idéal. Mais grâce à l'autorité paternelle, le moi de l'enfant se redimensionne. Peu à peu, il apprend à comprendre la réalité et surtout à l'accepter. Cette équilibration de son monde psychique porte le nom de l'idéal du moi. Donc, du moi idéal à l'idéal du moi. Ainsi donc, en chacun de nous, il y a ces deux, le moi idéal et l'idéal du moi. Le moi idéal est le vestige de notre narcissisme primaire, le reste de l'amour exagéré que nous avions pour nous-mêmes avant d'avoir rencontré l'autorité paternelle. Le moi idéal nous pousse facilement à nous occuper un peu trop de nous-mêmes, au point d'oublier assez facilement les droits d'autrui et nos obligations envers la société. Par contre, l'idéal du moi nous rappelle sans cesse que nous ne sommes pas seuls au monde et que nous devons tenir compte d'autrui. Autrui a droit de vivre autant que nous. C'est au niveau du moi idéal et du idéal du moi qu'il faut situer donc le sens de la honte et de la dignité. La honte est le sentiment qui naît de la conscience de n'avoir pas été à la hauteur de l'idéal. On a honte parce que on a fait ou subi quelque chose qui a terni l'image qu'on se fait de soi-même. On a honte parce qu'on n'a pas été à la hauteur. Par contre, le sens de la dignité ou de l'honneur est l'expression d'un sentiment de satisfaction pour avoir été conforme à son idéal.
Quand on a fini les études, par exemple, ou bien quand on s'est marié, on appelle frères et amis pour fêter, pour célébrer, parce qu'on se sent digne. On a de l'honneur pour avoir été conforme à son idéal. Le sentiment de honte et le sens de la dignité sont fonction à la fois de l'idée qu'une personne se fait d'elle-même et de la façon dont elle perçoit le regard des autres sur elle. Quiconque ne peut pas éprouver de la honte, insensible au regard critique et parfois même moqueur de la société, insensible à la souffrance, au martyr de la société, eh bien, n'a pas en réalité un authentique sens de dignité. C'est une personne terre à terre, excusez-moi le mot, terre à terre, qui dans la plupart du temps vit de la morale et du plaisir. Tout ce qui l'intéresse, c'est de satisfaire ses besoins et ses besoins essentiellement physiologiques. Les valeurs auxquelles il aspire, un homme comme ça, sont aussi basses que l'idée qu'il se fait de lui-même. Son surmoi est trop faible ou alors trop fort, trop inhibant pour lui permettre de se former un caractère qui puisse faire de lui une personne capable de discipline, une personne honnête, équilibrée, et devenir ainsi apprécié et utile dans la société. Alors que le moi idéal nous porte à nous contenter de l'éphémère, du présent, l'idéal du moi se caractérise par le fait qu'il place très haut la barre de nos valeurs et du sens de notre dignité. Vivre permanemment en contradiction avec ces valeurs, cela pourrait être un symptôme de l'absence psychologique de la figure paternelle. On peut fouler aux pieds, n'est-ce pas, fouler aux pieds ces valeurs, même celles qui sont supposées être les plus sacrées, fouler aux pieds les droits d'autrui, se soucier très peu ou pas du tout de sa progéniture, abandonner ses parents alors qu'ils sont affaiblis par l'âge, vivre continuellement dans la tricherie et le mensonge, vivre continuellement aux dépens des autres, parfois sous les dos des autres, dans le sang de l'autre. Autant de symptômes donc que le père est psychologiquement absent et que les normes sociales sont une sorte de vernis qui n'a rien à faire avec notre culture et notre tempérament. Ce sont des symptômes que nous n'avons pas incorporés, les normes sociales, mais que celles-ci ne sont qu'une imposition de l'extérieur qui n'a rien à faire avec notre être profond, notre personnalité authentique, et que, à la moindre occasion, nous sommes prêts à la déloyauté et à nuire à autrui. Le degré de notre attachement aux valeurs censées fonder nos familles et nos diverses communautés et le degré de loyauté que nous avons à pratiquer ces valeurs, eh bien, sont un signe de notre sens de la honte et de la dignité. Ils sont un signe de l'idée que nous avons de notre propre valeur. Je vous remercie beaucoup. Merci, Papa André. Tandala, Emmanuel Kinafumo, qui nous assiste à la technique, va nous proposer un cantique avant de recevoir les questions. Échanger d'abord nos différences, partager ensuite nos talents, échanger aussi nos ressemblances, partager nos rêves les plus grands, échanger d'abord nos différences, partager ensuite nos talents, échanger aussi nos ressemblances, partager nos rêves les plus grands, transformer nos mystères en lumière, transformer même nos nuits en jours, effacer nos étroites frontières, percevoir le grand vent de l'amour, échanger d'abord nos différences, partager ensuite nos talents.
Merci pour ces cantiques. Échanger d'abord nos différents. Merci à Emmanuel Kinanfumo qui nous propose ces beaux cantiques de Jean-Claude Guianada. Appelez-nous pour poser vos questions au 082 016 35 12 au 090 68 16 742 084 10 78 364 et le 09 98 23 97 23. Vous nous écrivez au 081 99 66 098. Nous parlons aujourd'hui du sens de la honte et de la dignité pour favoriser le respect des valeurs. Voilà le thème de ces jours. On va déjà recevoir le voice je crois c'est Joseph Desmarie. On va l'écouter dans quelques secondes. Bonjour Maman Régine, bonjour Papa Etandala et merci pour cette belle émission psychologique. Est-ce que pour garder sa dignité, il faut avoir le sens de la honte? Est-ce que les deux concepts marchent de pair? Voici maintenant ma première question. Est-ce que éprouver de honte ou éprouver de la honte en rapport avec les représentations groupales au sein de la psyché est logique psychologiquement parlant, papa? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut éprouver de la honte ou de honte seulement dans le groupe et en dehors du groupe, en dehors de la société, on ne peut plus éprouver de honte? Ma deuxième question. Entre l'émotion brute, blessant, le narcissisme, et l'intégrité narcissique, où se place entre ces deux la honte? Pour terminer, vous, en tant que psychologue, une femme débarque dans votre bureau chez vous et vous raconte sans honte ce que son mari lui fait sur le plan sexuel. Et tout d'un coup, c'est vous, le psychologue, qui éprouvez la honte à la place de cette femme. Et même la honte de travailler avec elle psychologiquement, de l'accompagner sur le plan psychologique. Comment expliquez-vous cela? Merci pour le match, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci au frère Joseph Desmarie. Pour garder sa dignité, faut-il garder le sens de honte, le sens de la honte? Est-ce que les deux vont de pair? Les deux vont de pair. Parce que si nous avons un idéal de moi élevé, eh bien nous allons viser très haut. Nous nous sentirons plus attirés par les valeurs les plus élevées telles que l'altruisme, le sens du sacrifice, la vérité, la beauté, etc., etc. Si bien que rater ces valeurs va nous renvoyer donc une image réelle de nous-mêmes comme quoi nous n'avons pas été à la hauteur et cela peut nous amener à un sentiment de honte. Éprouver de la honte seulement dans le groupe, non, ça serait la peine perdue. Normalement, quand on parle de la honte, c'est en quelque sorte, c'est la sanction du père, on peut appeler ça comme ça. Parce que c'est le père ici, c'est la voix de l'autorité parentale, le père en particulier, qui nous transmettent la voix de la société. Donc la moralité. Alors quand je suis même seul dans ma chambre, même dans mon lit seul, je me dis, là au travail je n'ai pas bien fait mon devoir. En quelque sorte c'est l'autorité paternelle qui me reprouve, qui me dit, André, tu n'as pas fait ton devoir. Donc la honte c'est la sanction négative du père, alors que le sens de la dignité, de la fierté, d'honneur, c'est la sanction positive du père. Félicitations mon fils. De même que mon père me félicite quand j'ai 3 ans. Ah, félicitations, tu as bien écrit la lettre A, c'est très bien. De même que j'emmagasine du crédit pour éprouver ce sens d'honneur. Donc, il ne serait pas normal de n'éprouver de la honte seulement quand on est en face de l'autre. Même seul, sous sa douche, on se souvient de ce qui n'a pas été pendant la journée au travail, eh bien, il faut se faire une petite remarque négative.
entre l'émotion brute et le narcissiste, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Vous avez, excusez-moi, forgé un peu de mots que j'aurais besoin que vous m'expliquiez un peu cette psychologie-là. Une femme dans mon cabinet de psychologue, moi je dis franchement que ça relève de la ou soit de la fiction. Vous faites ce qu'on appelle une fantaisie, mon frère. Hein. Alors moi j'ai posé une question concrète. Il ne faut pas qu'une femme vienne me parler. La sexualité fait partie de la vie. Si je suis une personne équilibrée et quelqu'un me parle, il a des problèmes typiquement sexuels. J'en ai déjà rencontré beaucoup. J'ai accompagné des dames, des messieurs, n'est-ce pas, parce qu'ils avaient des problèmes sur le plan conjugal, ils avaient certaines difficultés. Alors on les a accompagnés, on les a suivis et les choses se sont améliorées plus ou moins. Donc moi, je ne me vois pas frustré, n'est-ce pas, qu'une femme dans mon cabinet qui a besoin d'aide me parle de sa vie intime avec son mari. Moi, je ne me sens pas gêné parce que c'est quand un médecin doit opérer une femme, un homme, une personne sur ses parties génitales, est-ce que il doit dire 30 Ave Marie pour devoir opérer les parties génitales de son patient? Non. Si c'est une personne équilibrée, il le fait parce qu'il sait que c'est son devoir d'aider les gens dans ce sens-là. Moi, ça ne me gêne pas. Alors, je vous invite à ne pas poser des questions relevant d'une certaine fiction. Merci. Merci Papa André. On va prendre un autre texto. Bonjour Maman Régine, bonjour à Papa André. Merci pour le sujet du jour. Que diriez-vous à ceux qui n'ont plus honte, qui disent la honte ne tue pas? Est-ce que dans leur tête ça fonctionne ou bien ils déraisonnent? Parce qu'un homme normal ou bien une femme doit avoir honte. Mais ceux qui ont perdu le sens de la honte, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment faut-il les regarder? C'est Micheline qui nous écrit. Normalement, je suis très content de la dernière partie. Comment faut-il le regarder? Regardez sans de le considérer. Oui. C'est des gens qui font beaucoup de compassion, qui devraient susciter de compassion. Ça veut dire, très probablement, c'est des gens qui ont souffert ce qu'on appelle l'absence psychologique du père. Hein? Donc le père était tellement absent qu'ils n'ont pas incorporé les normes sociales. C'est malheureusement, ça arrive beaucoup, dans beaucoup de cas, des gens comme ça, qui sans honte, sans pudeur, ils ne se gênent pas, ils peuvent insulter, être grossiers, n'est-ce pas, injurier les autres, piétiner les autres, fouler aux pieds leurs droits. Ça ne lui dit absolument rien, c'est dans la norme. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle l'absence psychologique du père. C'est des gens qui devraient se faire suivre en quelque sorte. On va prendre aussi le texte de maman Ramisha qui nous écrit: bonjour Radio Maria, bonjour à Papa André, parlons de la propriété. Il y a des enfants qui n'aiment pas se laver à un certain âge. C'est dû à quoi? À beaucoup de facteurs, des caprices de l'enfant. Un enfant, je connais, quand c'est maman qui doit le laver, eh bien, il fait beaucoup de caprices. Quand c'est papa, non, il se soumet, il est vraiment ponctuel. Quand c'est un grand frère, ponctuel. C'est la grande sœur, mais quand c'est maman, non. Voilà. Donc, il dit à maman, toi, on se connaît, avec toi, on ne se connaît pas sur ce terrain. C'est un peu ça. Donc, il y a des enfants comme ça dépend de beaucoup de facteurs, hein. Un peu ça. Voilà. Bonjour, maman. Peut-être citer quelques facteurs pour aider notre maman. C'est ce que je viens de dire. L'histoire de l'enfant avec la maman. Okay. Il y a des enfants qui n'aiment pas parce que ils n'ont pas été habitués à ça. À 9, 10 ans, il faut toujours crier. Va te laver. Et parfois, il fait semblant d'y aller puis il s'assoit. C'est la négligence, l'histoire de l'enfant avec la personne, l'adulte en question, c'est un peu ça. Bonjour, maman Régine. Bonjour, papa André. Merci beaucoup pour l'émission. Que Dieu vous bénisse. C'est Myriam Ngoya qui nous écrit.
Merci beaucoup. Aidons la Vierge Marie à nous aider. Voilà. Vous nous appelez au 082 016 35 12, au 090 68 16 742, 084 10 78 364 et le 09 98 23 97 23. Nous recevons vos questions par message ou WhatsApp au 081 99 66 098. Bonjour Papa André. Les adultes qui ont du mal à se laver, qui sont sales, mais ne se considèrent pas. Cela remonte à leur enfance ou comment? Deuxième question, comment aider nos enfants à demeurer dans la propreté, car la plupart se plaît à être sales, il faut toujours crier. C'est dû à quoi au juste? Je viens de vous prendre... voilà. Le texte n'est pas signé. Écoutez, la propreté des adultes qui n'ont pas, qui ne sont pas enclins à se laver, n'est-ce pas? Ça dépend beaucoup. Parfois, on peut croire que c'est une question banale. Non, c'est une question très très profonde, celle-ci. Eh bien, le fait de prendre soin de soi-même relève de beaucoup de facteurs. Je vais en souligner deux. D'abord, ce qu'on appelle dans une certaine, on va dire, typologie, une façon de considérer les gens, il y a un facteur qu'on appelle l'activité. Donc, la facilité plus ou moins grande de passer à l'action. Il y a des gens qui ont cette facilité de passer à l'action. Il y a quelque chose à faire, ponctuellement il le fait. Il y en a d'autres, bon, on verra. Je vois d'abord ma série. Non, je fais d'abord ça. Non, je coupe d'abord les ongles. Et puis je fais une causerie à gauche. Donc, le passage à l'action est trop coûteux pour des gens comme ça. C'est ce qu'on appelle les paresseux ou les non-actifs. Alors que les actifs, eux, c'est vite fait. Ils sont presque toujours autant, sinon vraiment en avance par rapport à leurs activités. Ça, ce sont des actifs. Alors, une personne paresseuse peut mettre du temps de se décider à aller se laver. Elle n'a rien à faire, mais elle tourne le pouce, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se laver. Ça, c'est un facteur. L'autre facteur, peut-être le plus significatif, ça. Donc là, l'humeur, la timide, l'humeur. Il y a des gens qui ont une humeur tendanciellement allant vers le négatif. C'est des gens tendant vers la mélancolie, la tristesse et donc la négligence de soi. Donc le manque des envies. Vous avez l'impression qu'il n'a envie de rien. Et si c'est car peut-être que ça peut être un état dépressif plus ou moins chronique. Ou de celui-là, il ne se lave pas assez. Peut-être que ce dynamisme-là, c'est l'humeur qui le tire vers le bas en quelque sorte. C'est un peu ça. La propreté des adultes, c'est un indice d'une bonne santé mentale, la propreté. Voilà. Sans aider les enfants à être propres, il faut les habituer. Si la maman a l'habitude de laver les enfants, cela peut marquer positivement les enfants. Sans les rendre des névrosés de la propreté, il faut se laver 11 fois par jour. Ça ne va pas. Tout excès nuit. Voilà. On va prendre un autre texto. Bonjour Papa André, merci de vous retrouver encore toujours dans des thèmes très intéressants. J'aimerais savoir, Papa, comment aider nos enfants à grandir dans la sérénité en parlant de ce qui est de l'inceste. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui ont des déviances sexuelles aujourd'hui n'ont pas été bien surveillés pendant cette période d'enfance? Jean-René. Merci beaucoup, frère Jean-René. Très bonne question. De façon globale, comment aider les enfants à bien grandir? Eh bien, les enfants sont un produit de nos familles, de notre famille. Dites-moi comment se comporte cet enfant-là et je vais vous dire très approximativement, n'est-ce pas, en termes de statistiques, 40, 50, 60, 75%, comment il a vécu dans sa famille, ou comment il vit dans sa famille. Donc, comment aider les enfants à grandir? Eh bien, vivons nos valeurs humaines, citoyennes, chrétiennes dans nos familles.
N'attendez pas que votre enfant soit dévot de la Vierge Marie alors que vous, son père, sa mère, vous ne lui avez jamais appris à prier le chapelet. Ça ne va pas. N'attendez pas que votre enfant ait de la compassion envers les pauvres qui souffrent, alors que vous, du matin au soir, vous ne faites que vous moquer des pauvres. Les paresseux souffrent, c'est bien, ils souffrent, mais vous vous moquez des pauvres. Quand un pauvre s'amène, qu'il soit un frère, un ami, la première chose de le dénigrer, vous moquez de lui. Donc, une façon d'apprendre aux enfants à se moquer, à être dur envers ceux qui souffrent. Donc, vivons nos valeurs et cela va, entre guillemets, n'est-ce pas, contaminer, si vous voulez, se transmettre à nos enfants. C'était ça la question. Hein. Donc, comment aider les enfants à vivre, et les enfants qui vivent des déviations sexuelles. Deuxième question, déviation sexuelle. Ça peut être que le rapport enfant-parent n'a pas été très positif. Ça peut être ça. Tout comme le parent s'est bien comporté, l'enfant de le bas âge a eu une bonne éducation, mais avec le temps, l'enfant s'est laissé, n'est-ce pas, corrompre par la société. C'est un peu ça. Thérèse nous écrit: bonjour Papa André, quelle est la différence entre la honte et la pudeur? Nos sœurs et nos mères qui s'habillent très mal aujourd'hui ont-elles perdu la honte ou la pudeur? C'est une nuance. La pudeur, c'est que je ne fais pas ça parce que ça touche à ma dignité. J'ai cette pudeur-là. Ou bien ça blesse la sensibilité de mon entourage. Je ne voudrais pas me présenter torse comme ci, comme ça, parce que ça heurte la sensibilité de mon entourage. Oui. Ouais. Alors que la honte, c'est je me culpabilise en quelque sorte. C'est un peu la voix du père inconsciemment qui me dit: eh bien, fiston, là, tu t'en pas bien fait. J'ai honte de ce que j'ai fait. Ou j'ai honte de ce qu'on m'a fait subir parce que ça a terni mon image. C'est un peu ça. Voilà, on va écouter le voice encore de Joseph de Marie qui revient. On va l'écouter dans quelques secondes. Oui, cher papa, j'explique un peu ma toute dernière question. Je parle d'une femme qui vous explique, par exemple, que son mari lui fait de la sodomie. Son mari sent mauvais lorsqu'ils sont au lit. Et vous, en tant qu'homme, sexuellement parlant, vous vous sentez un peu... vous avez cette honte, vous éprouvez cette honte à la place du mari de cette femme-là. C'est un peu ça ma question. Ma deuxième question, je suis en train de me poser la question. On est coupable parce qu'on a honte quelque part, ou on a honte parce qu'on est coupable? Je m'explique. Malgré les louanges de son entourage, une femme ressent toujours la honte profonde, une sorte de honte profonde parce qu'elle est convaincue de ne jamais être à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Est-ce que cette honte-là n'est pas coupable? Alors, il y a aussi, pour terminer, des tribus, une tribu réputée ne pas avoir jamais honte. Je m'excuse, je parle ici un peu de Bangala. Souvent, d'une façon générale, on dit qu'ils ont un langage, ils sont sans pudeur. Ils sont sans honte lorsqu'ils posent des actes ou lorsqu'ils parlent des choses. Est-ce que c'est inné? C'est héréditaire? Merci papa et bonne journée. Femme, vous revenez avec la question d'une femme dans mon... Je vous ai déjà dit que j'ai déjà suivi des femmes en tant que psychothérapeute. J'ai eu des cas de femmes qui avaient des problèmes de sexualité, des hommes aussi. C'est pas la peine de dire de quel cas il s'agissait exactement. Sachez seulement que c'était des problèmes à caractère sexuel. Et je n'ai pas, si je pouvais rougir, je suis noir de peau, je ne pouvais pas rougir. Hein. Je n'ai pas eu honte, je ne me suis pas gêné d'entamer, d'aborder cette question-là parce que j'étais dans mon rôle. Quand, je répète, quand mettons un papa Mukambi, hein,
pour ceux qui comprennent le donc un homme engagé, engagé qui aide le prêtre dans la pastorat. Donc un homme d'une certaine moralité, n'est-ce pas? Eh bien, il est quand même médecin, gynécologue, papa mon quand même gynécologue. Quand il doit soigner une dame qui a des problèmes dans son anatomie féminine, ses parties génitales, je me demande, est-ce que cet homme-là, s'il est normal, psychologiquement équilibré, il doit se confesser d'avoir touché les parties génitales d'une femme? Excusez-moi, vraiment, je le dis avec beaucoup de franchise et de simplicité. Je ne pense pas. Moi qui vous parle, je suis psychologue et j'ai des cas de psychothérapeutique où j'aborde des questions de sexualité. Prenez les questions de masturbation, éjaculation précoce, vaginisme, donc des douleurs dans le rapport sexuel. J'aborde ces questions-là et je n'ai pas honte parce que je suis dans mon rôle d'aider les gens à être épanouis sur tous les plans, particulièrement sur le plan psychologique. Je ne rougis pas. Ça, c'est la honte et le sens de culpabilité. La deuxième question, la honte, je comprends ça dans le sens de différence entre la honte et le sens de culpabilité. Le sens de culpabilité, c'est finalement le sentiment, on va dire, le sentiment inconscient d'avoir gâché sa relation avec sa mère et qui va se répercuter à l'âge adulte, avoir gâché sa relation avec sa mère quand on était tout petit, à 6-12 mois, n'est-ce pas, et qui va se répercuter sur la vie consciente de l'adulte dans les humeurs et se manifester par les humeurs tendant vers le bas. Donc, les dépressions, les états dépressifs, etc., etc. Alors que la honte, c'est un sentiment conscient de n'avoir pas fait son devoir, d'avoir manqué à son idéal. C'est ça, la honte. Donc, le sentiment de culpabilité est plus ou moins inconscient, alors que la honte, en général, c'est une émotion, on en est conscient. Les Bangalas n'ont pas honte. Moi, je suis pas un grand connaisseur de langue, mais je sais que le terme de honte a son équivalent en lingala. Donc, les Bangalas, c'est des gens normaux. Bon. Moi, ce que je veux dire pour couper, pour faire bref, une énième fois, mon frère, évitez de faire de l'amalgame. C'est pas parce que vous avez rencontré 3000 Bangalas qui se comportaient d'une certaine façon et de là conclure que tous les Bangalas sont comme ça. Ça ne va pas. Je peux avoir rencontré 42 000 Chinois et je dis que tous les Chinois, je suis dans l'erreur. Chaque personne a son histoire. C'est un peu ça. Les Bangalas ont honte, éprouvent de la honte aussi. J'ai des amis Bangalas et j'ai des expériences de la vie avec les Bangalas. Un peu ça. Bonjour Radio Maria, c'est Souverain Bayakala depuis Mangafula. Sa question, un psychologue du quartier avait dit que se laver quotidiennement n'est pas bon. Quel est votre point de vue? Non, c'est pas une question qu'il faut poser au psychologue ou aller poser cette question aux médecins. Oui. Ils vous diront quelle est l'importance de la toilette du corps dans la vie de quelqu'un. Alors, il ne faut pas prendre une opinion comme ça, vous ramassez une fois, vous dites, allez demander un spécialiste de la santé du corps. Si c'est lavé quotidiennement. Allez, dis donc. Merci beaucoup pour la question. Voilà, on va rappeler le numéro pour les appels 09 98 23 97 23 084 10 78 364 090 68 16 742 et le 082 016 35 12. Écrivez-nous 081 99 66 098. On va continuer donc à parler du sens de la honte et de la dignité pour favoriser le respect des valeurs. Bonjour à l'équipe de cette émission. Voici mon problème. Merci pour la matière du jour. Parlons de la dignité. Aujourd'hui, la plupart des femmes ont perdu cette dignité. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est le fait de copier les valeurs étrangères ou c'est comment, selon vous, Papa André? Bon,
écoutez, encore une fois, une amalgame. Dire que la plupart des femmes ont perdu la dignité. On voudrait d'abord partir de faits très simples. Quelles sont ces statistiques qui nous disent, qui nous montrent que ici chez nous au Congo, mettons ici chez nous, il y a 43 millions de femmes. Et de ces 43 millions de femmes, plus de 50% n'ont pas le sens de dignité. Quelle est cette étude psychologique, ou je sais pas moi, psychologique, qui montre que la plupart des Congolaises ont perdu le sens de dignité? Il faut éviter des phrases comme ça, trop englobantes. Eh bien, quand vous allez dans votre paroisse, je sais pas si vous êtes chrétien, ou votre église, le dimanche matin, voyez comment les dames s'habillent. Vous allez dire qu'ils n'ont pas le sens de dignité? Comment elles prennent soin de leur corps? Mais c'est parce qu'ils tiennent à leurs valeurs. Elles tiennent à leurs valeurs. C'est pour cela qu'elles s'habillent bien, convenablement. Elles s'arrangent, se font bien coiffer. Elles tiennent leur famille. Elles travaillent pour que les enfants mangent. Ça, c'est tout. Allez. C'est pas parce qu'une dame s'est comportée comme ça, elle a vendu son corps parce qu'elle avait besoin du savon pour les enfants. Alors, de là, vous dites, la plupart des femmes ont perdu le sens de... Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette façon de voir les choses. Merci beaucoup, Papa André. Peut-être que la question était mal formulée, généralisée. Et si on doit peut-être restreindre un peu l'idée, dire que les femmes, là, c'est cette catégorie-là qui perdent cette valeur, c'est dû à quoi? Ce n'est pas une exception, les femmes. Les gens qui n'ont pas le sens de dignité, c'est partout, dans tous les... sexuellement, dans toutes les religions, dans toutes les catégories sociales, dans tous les sexes, il y a des hommes qui n'ont pas le sens de dignité. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce que les femmes c'est humain. Comme un homme peut injurier, une femme peut injurier. Un homme peut être respectueux, une femme peut être respectueuse. Un homme peut tromper son épouse, une femme peut tromper son époux avec un autre. Donc c'est humain. La faiblesse est humaine. Et on ne peut pas dire qu'il y a des faiblesses typiquement féminines. Ça va rester vraiment une matière à prouver. Que telle faiblesse, mettons le mensonge, est typiquement féminin. Et telle vertu est typiquement féminine. Ça veut dire l'honnêteté est typiquement masculine. Moi, j'aurais voulu qu'on fasse un débat comme ça. On va prendre un autre texto. Bonjour Radio Maria, merci pour ces beaux thèmes sur le sens de la dignité et des valeurs. Je me pose toujours la question de savoir ce qui est à la base de la honte. Quand on dit il y a de la honte à être heureux tout seul. Lorsqu'on est heureux, on doit se réjouir, on doit en être fier. Mais cet adage qui dit qu'il y a de la honte à être heureux tout seul, parfois me bouleverse. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est Bénédicte Ikanza. Merci beaucoup. Le fondement psychologique de la honte, c'est le sens, donc l'idéal, le moi idéal et l'idéal du moi. Quand on est conscient de la différence entre le moi idéal et l'idéal du moi, eh bien, on peut éprouver, si on est éduqué d'une certaine manière, on peut éprouver ce sentiment de honte. Je n'ai pas été à la hauteur. C'est ça le fondement psychologique, en tout cas psychanalytique du sentiment de honte. La différence, la conscience de la différence entre ce qu'on doit être et ce qu'on est, le réel du moi et l'idéal du moi. C'est ça la honte. La deuxième partie, comment... Il y a de la honte à être heureux tout seul. Ouais, ça veut dire, c'est probablement une façon de dire que l'homme est un être collégial, communautaire. Alors si vous avez de bonnes raisons d'être heureux, sentez-vous heureux dans une communauté, dans votre communauté de vie. Vous ne pouvez pas vous barricader, faire votre vie tout seul et dire pendant que les autres souffrent et vous déclarer heureux. Non, c'est pas possible. Ouais. Et quand, je pense qu'on va y revenir, quand on a parlé de la gestion, la reconnaissance et la reconnaissance et la gestion de nos émotions, on a parlé de 4 émotions fondamentales, dont la joie. Et le propre de la joie, c'est d'exulter
communier, appeler les autres à se joindre à vous. C'est donc, quand on est heureux, on est joyeux, on a tendance à aller vers les autres, à ouvrir son cœur, ses portes, ses bras pour accueillir les autres. Donc, psychologiquement parlant, on voit mal qu'une personne heureuse soit solitaire. C'est un peu contradictoire. Le bonheur, c'est toujours avec. La joie, c'est toujours avec. Alors que la tristesse tend à vous isoler d'autrui. C'est un peu ça. Merci Papa André. Nous tendons vers la fin de cette émission. On va prendre peut-être le tout dernier texto. Bonjour à toute l'équipe de cette émission. Voici mon problème. Juste remercier Papa André et poser cette question qui me perturbe toujours. Comment aider nos enfants à ne plus uriner jusqu'à un certain âge? Je parle de ma fille qui a maintenant 13 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle arrête d'uriner? Merci beaucoup, c'est une question très importante. Aller chez le médecin, que le médecin fasse un examen, des analyses et qu'il donne les résultats pour dire si oui ou non il y a un problème organique. Est-ce que c'est dû à la physiologie de l'enfant, à son anatomie ou quoi? L'énurésie est un problème classé parmi les troubles les troubles du sommeil. Donc faire ses besoins, faire pisser pendant que l'on est en profond sommeil, c'est un trouble de sommeil. Alors, si le médecin dit que l'anatomie, la physiologie, sur le plan physiologique, anatomique, tout va très bien, alors on peut voir un psychologue et le psychologue aussi fera son travail. Mais sur le plan familial, il faut voir comment l'enfant s'alimente peu avant d'aller au lit. Quelle quantité d'eau il boit avant d'aller au lit. Ou comment elle passe sa journée, tout ça. Voilà. On termine avec ces voices. Oui, pour terminer, cher papa, vous parlez de la dignité humaine. Mais, en fait, vous parlez de la dignité de l'homme. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas, sur le plan psychologique, se limiter seulement à la dignité de l'homme, mais on doit passer de la dignité de l'homme à la dignité humaine, papa. Et c'est là, et c'est ce qui est important. Alors, Adam et Ève ont éprouvé une sorte de honte dans le jardin d'Éden. Comment on peut faire une sorte de psychanalyse ou une sorte de clinique sur ces deux personnages? Leur honte était située à quel niveau? Parce qu'ils étaient nus ou ils avaient tout simplement honte d'affronter Dieu? Je ne comprends pas. Merci, papa. Merci beaucoup à vous, frère Joseph de Marie. Quand je parle de la dignité de l'homme, je vois l'homme comme être humain, comme personne humaine, donc féminin et masculin à la fois. La dignité humaine, ça revient au même. Alors, je ne voudrais pas entrer dans une querelle de concepts comme au Moyen-Âge. Adam et Ève. Quand dans le petit exposé, j'ai cité les valeurs, je me rappelle bien, j'ai cité entre autres l'obéissance, le respect de la parole donnée. Eh bien, Adam et Ève avaient reçu de Dieu le commandement de ne pas faire certaines choses. Mais sous l'investigation du malin, ils ont désobéi à Dieu. Donc, parmi leur idéal, ou les valeurs qui faisaient leur idéal, il y avait l'obéissance. Ayant manqué à cet idéal-là, il était normal qu'ils éprouvent ce sentiment de honte. Et je dis la honte, c'est la conscience d'avoir manqué à son idéal. Et Adam et Ève avaient honte du fait que ils ont reconnu leur misère devant Dieu, qui leur avait pourtant tout donné, mais ils ont désobéi. Donc, la honte d'Adam et Ève, ça s'explique du fait qu'ils ont reconnu avoir manqué à leur idéal. C'est un peu ça. Pour terminer, Papa André, oui. Un dernier mot. Merci beaucoup. Merci à Maman Régine, merci à Papa Kinanfoum, à toute l'équipe, à tous les auditeurs, même ceux qui n'ont pas posé de questions. Je voudrais, pour finir vraiment, il semblerait que
je sais pas comment ça s'appelle encore, mais comment il faut, la formule ou la devise, voilà, la devise de notre très cher père, le cardinal Feu Malula, Oui. disait, je suis fait pour l'excellence. Donc, quand on a un idéal pareil, eh bien, on passe son temps à refuser la médiocrité avec tout ce qui lui ressemble. Et je pense que quand on n'a pas cette conscience qu'on est fait pour l'excellence, il est très facile de tomber dans la médiocrité, donc d'oublier les valeurs. Je pense que c'est un souhait que chacun comprenne que, en tant qu'être humain, nous sommes faits pour l'excellence. Et nous ne pouvons pas incorporer les valeurs, donc nous approprier les valeurs qui sont censées rendre nos sociétés, nos groupes et nos familles, nos assemblées, n'est-ce pas, plus humaines, plus, on va dire, plus chrétiennes, tout ce que vous voulez, si nous ne sommes pas capables de comprendre que nous sommes faits pour l'excellence. Comprendre cela, c'est déjà beaucoup, et le pratiquer, c'est encore mieux. Je vous remercie. Pour qui voudrait appeler, on peut faire les 085 044 22 39 ou bien le 082 20 029 18. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, Papa André Tandala. Chers auditeurs de Radio Maria, nous voici à la fin de l'émission Voici mon problème. Nous avons parlé du sens de la honte et de la dignité pour favoriser le respect des valeurs. Merci de nous avoir suivis, surtout d'avoir participé à cette émission. On va se retrouver le mardi prochain, rediffusion chaque dimanche à partir de 13h.